Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et la semaine dernière, le 5e Indiana Jones et le cadran de la destinée est sorti dans les salles près de 40 ans après le premier Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec Marco Brejon. Bonjour Marco Brejon. Bonjour monsieur. Alors vous êtes journaliste chez La Correcte, on rappelle aussi votre roman dystopique, vous êtes auteur de ce roman dystopique sur la politique sanitaire intitulé L'Orbe aux éditions du Verbe Haut. Je voulais revenir d'abord, même si le dernier Indiana Jones n'est pas de Steven Spielberg mais de James Mangold, je voulais vous parler de l'héritage notamment de Spielberg. Quel a été son impact sur le cinéma international? Vous avez fait tout un long dossier dans l'Incorrect sur ce réalisateur Steven Spielberg. Oui, c'était à l'occasion de la sortie de The Fabelmans, qui était donc son film autobiographique, qui est sorti en mars dernier, et qui était un peu son film somme. C'est vrai que Spielberg incarne, je pense, cette génération de Golden Boy hollywoodiens qui ont fait ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, et qui en gros était la récupération d'Hollywood après les producteurs, par les réalisateurs, donc par les créateurs, par les créatifs, comme on dirait maintenant. Et c'est vrai que Spielberg et George Lucas incarnent vraiment ce hold-up de Hollywood par les créatifs, par cette génération donc de Golden Boy qui ont été allaités aux serials, au pulp, à la télévision américaine, et qui donc, dans les années 80, vont être tout puissants et vont prendre les rênes de la production pour imposer vraiment une contre-culture, une culture populaire, et vraiment voire une contre-mythologie américaine. Et je pense que justement, Indiana Jones s'inscrit vraiment dans cette optique qui est de créer un héros américain. Il ne faut pas oublier qu'à la base, Spielberg était fan de James Bond. Et en fait, c'est parce que Broccoli, le producteur de James Bond, lui refuse de réaliser un opus que Spielberg se tourne vers Lucas, son ami, et lui dit: et si on faisait un héros, un James Bond à l'américaine? Et donc, ça va permettre à Spielberg aussi d'infuser toutes ces références européennes, dont Tintin. Spielberg, Indiana Jones est aussi un hommage à Tintin, clairement, on le voit tout au long des opus. Et donc, voilà. Et Lucas va y mettre, lui, toute sa sapience en ce qui concerne, on va dire, l'installation d'un héros voilà, de créer un nouveau mythe. Et Spielberg, lui, va y mettre toute sa virtuosité, on va dire, de mise en scène. C'est-à-dire que Indiana Jones, en tout cas la trilogie première, c'est avant tout un terme d'expérimentation pour Spielberg qui lui permet de développer une mise en scène extrêmement ludique, extrêmement virtuose, et d'installer carrément des canons du film d'aventure à l'américaine, tels que les années 80 l'ont vu se développer. Alors donc, justement, voilà. avant de revenir sur Indiana Jones, je voulais vous parler aussi de Steven Spielberg et puis George Lucas à qui l'on doit donc la trilogie Star Wars. Donc ce sont donc deux Golden Boy, on va dire des garçons en or, hein, parce que nous sommes sur Radio Courtoisie. Et ce sont aussi les premiers à avoir donc réaliser ce qu'on appelle des grosses machines de production pour les studios, qu'on appelle des blockbusters en anglais, notamment avec Les Dents de la Mer. Donc ça, c'est aussi nouveau à Hollywood, c'est-à-dire que c'est à la fois des créatifs et à la fois des réalisateurs qui ramènent de l'argent au studio. Oui, tout à fait. Tout à fait. Faut pas oublier que Spielberg a vécu une période de vache maigre qui était assez courte avant d'être enfin reconnu par la critique et le public. Avant Le Dent de la Mer, il a réalisé Sugarland Express, qui était un petit film vraiment indépendant, comme il y en a plein aujourd'hui, et qui a été un échec, qui a été un échec public. Et donc, en fait, Spielberg s'est vite retourné, et avec Les Dents de la Mer, qui était une adaptation d'un best-seller de l'époque, de Robert Benchley, a su, en fait, grâce à sa mise en scène, réinventer finalement le film de genre, c'est-à-dire et le rendre populaire et le rendre universel. Et je pense que c'est là le grand apport de Spielberg, c'est qu'il a aussi à faire passer la série B du côté du côté de l'universel. Et ça, parce que si vous voulez, avant, dans les années 70, le cinéma était divisé en deux. Il y avait le cinéma populaire, le cinéma qui fonctionnait bien, et la série B, qui était réservée en général au cinéma de minuit, ce genre de choses. Et Spielberg a vraiment réalisé la jointure entre les deux, tout comme d'ailleurs Lucas l'a fait avec Star Wars. Et c'est ça, je pense, qui était finalement le grand apport de ces deux, de ce nouvel Hollywood, quoi. C'est le croisement des genres. Alors, vous en avez déjà parlé, mais donc Indiana Jones, donc cet aventurier américain créé par donc George Lucas et Steven Spielberg, est imprégné de personnages alors belges pour Tintin, mais aussi français, parce que donc il est imprégné notamment de L'Homme de Rio de Jean-Philippe Broquin avec Jean-Paul Belmondo. Oui, tout à fait. Effectivement, Spielberg
est un petit malin qui cache parfois souvent ses influences, mais effectivement, Spielberg lorgnait beaucoup du côté du cinéma de Broca, dont il était fan. Et d'ailleurs, pour le premier Spielberg, avait pensé d'ailleurs à Jean-Pierre Cassel pour non pas pour jouer Indiana Jones, mais pour jouer un des rôles secondaires, qui finalement n'a pas pu se faire parce que Cassel ne parlait pas français anglais. Donc voilà, donc Spielberg était vraiment fan du cinéma de Broca, et effectivement, il y a un côté l'homme de Rio dans les premiers Indiana Jones, tout à fait. Dans ce côté virevoltant, dans ce côté aussi aventure décomplexée. Et donc on peut voir clairement une ascendance dans le cinéma de Broca. Hmm. Alors, avant de parler donc du dernier Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Donc, il y a eu 4 films. Indiana Jones, donc, on l'a dit, les aventuriers de l'Arche perdue, puis le Temple maudit, puis la dernière croisade, et enfin le Crâne de cristal. Et ces 4 films, il y a toujours une dimension. En tout cas, on sent les racines juives de Steven Spielberg. Ça parle régulièrement donc de ces d'objets qui viennent donc de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. C'est toujours comment dire, pour flatter en tout cas cet héritage-là. Ah oui, complètement. Spielberg n'a jamais caché sa judéité, et même je dirais que toute sa filmographie est un jeu autour de sa judéité. Et d'ailleurs, pour preuve, il joue souvent avec son propre nom, Spielberg, qui veut dire littéralement en allemand la montagne du jeu. Et j'en veux pour preuve que l'introduction du Temple maudit, on voit le fameux logo de la Paramount qui est entouré par un avion qui tourne autour de la montagne de la Paramount. Donc voilà. Donc Spielberg, dès le départ, annonce la couleur et joue autour des images, des icônes, des symboles de l'Ancien Testament. Donc c'est cette montagne qu'on trouve également dans Rencontre du troisième type, quoi, qui est un peu le Mont Golgotha de Spielberg, quoi. Donc clairement, Indiana Jones est un jeu autour de l'Ancien Testament et de toutes ces reliques qui vont être mises en scène et qui vont être découvertes finalement par un héros américain qui redécouvre finalement le passé judéo-chrétien d'Amérique, quelque part. Et toujours avec un grand respect, notamment de l'Arche d'Alliance ou du Graal. Alors, on vous invite évidemment à revoir les Indiana Jones si vous le souhaitez. Alors, on va parler évidemment de ce dernier, Indiana Jones et le cadran de la destinée, qui est sorti la semaine dernière de James Mangold, toujours avec Harrison Ford en tête d'affiche, alors qu'il a plus de 80 ans maintenant. Alors, Marc Aubrejon, que vaut ce dernier Indiana Jones et le cadran de la destinée? Eh bien, écoutez, en fait, pour être honnête, je vous avoue que je n'entendais pas grand-chose de ce film. C'est vrai que pour moi, les franchises vieillissantes sont en peine à voir. Et en l'occurrence, cet opus numéro 5 passe après l'opus 4, qui a été un échec public et critique, qui était fait par Spielberg et qui était un grand film malade, comme on dit souvent. Donc c'est vrai que c'est un film... Un grand film malade, c'est-à-dire Pardon. Un grand film malade, c'est-à-dire Oui, c'est-à-dire en gros, c'est comme ça qu'on peut qualifier un film qui est raté, mais qui est assez magnifiquement raté, je trouve. Si vous voulez, pour moi, l'opus 4, c'est un grand film sur la possibilité de la filiation du héros américain, si vous voulez. En fait, dans l'opus 4, pour rappel, Indiana Jones, c'est un fils qui est incarné par Shia LaBeouf. Et en fait, si le film est raté, c'est parce que justement, le film pointe l'impossibilité du héros américain des années 80 à reconnaître sa filiation. Et d'ailleurs, tout le film tourne également autour de la bombe atomique. Et pourquoi est-ce que la filiation est impossible? Parce que finalement, l'histoire s'arrête à partir du moment où il y a eu la Shoah et la bombe atomique. Et donc, je pense que Indiana Jones 4 parle de ça. Et justement, le 5 s'inscrit complètement dans cette veine, si vous voulez, dans la mesure où cette filiation impossible a donné lieu en quelque part aux années 60. Donc, alors, voilà, l'argument du 5 commence donc en fait de façon assez maligne pendant les festivités qui entourent le retour de la mission Apollo 11 à New York, et donc pendant laquelle Buzz Aldrin et Neil Armstrong participent au cortège qui célèbre leur aventure sur la Lune. Et donc Indiana Jones incarne un professeur vieillissant qui a 80 ans dans le film et dans la réalité, et donc il va se retrouver mêlé à une aventure rocambolesque. Et en fait, au bout d'une demi-heure de film, on voit quand même cette scène qui est tout à fait virtuose et surprenante, où en fait Indiana Jones remonte le cortège de la mission Apollo 11 en cheval et dépasse Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Et ça, rien que cette scène, si vous voulez, c'est un peu une scène matricielle du film qui en fait qui programme tout le film. En gros, Indiana Jones, c'est quoi? C'est un héros qui refuse de vieillir et qui va en fait remonter à contre-courant le cours de l'histoire américaine. Et je trouve que rien que pour cette scène, finalement, programmatique, le film vaut d'être vu. Alors, il est bourré de défauts. C'est vrai qu'on pourrait aussi cibler le fait que Spielberg est parti en pleine production du film.
pour des raisons d'ailleurs qui restent assez obscures, hein, parce que Spielberg justement voulait faire front contre la mainmise de Disney sur le LucasArts. Et donc Spielberg et Lucas avaient vraiment tenu à ne pas faire ce qu'on appelle un reboot de la série, mais à continuer la série jusqu'au bout avec Harrison Ford. Et le départ de Spielberg de la production a surpris tout le monde. Heureusement, James Mangold n'est pas un petit faiseur, c'est un artisan honnête qui a fait des films très classiques, mais qui se tiennent bien, notamment Le Mans 66 ou encore Logan. Et donc voilà, donc Mangold a su reprendre le flambeau, je dirais de façon tout à fait honnête. Et voilà. Et en fait, ce qui fait de Indiana Jones un film honnête, respectueux, c'est qu'il évite justement ce qu'on appelle le fan service. Vous savez, c'est en gros les clins d'œil appuyés aux fans, pour faire au contraire un hommage réel, à un personnage, à une entité qui incarne finalement le héros des années 80 et qui est vieillissant et qui en gros simplement nous dit au revoir à travers ce film. En gros, c'est un adieu. C'est un adieu aux armes, si vous voulez. Et rien que pour ça, le film est assez beau. Et en plus, le film n'évite pas. Il y a un plan surprenant quand même au début du film également. En fait, le film s'ouvre après une courte introduction dans le passé. Le film s'ouvre donc à New York sur Harrison Ford qui est torse nu, donc dans toute la splendeur de ses 80 années. Et donc on voit vraiment encore vieillissant, filmé quasiment comme du Michael Haneke. Et ce plan aussi est très surprenant dans un blockbuster américain. Et donc voilà, donc c'est un film qui est imparfait, bien sûr, mais qui porte en lui quand même cette volonté d'aller jusqu'au bout finalement d'un certain héros des années 80 et de lui dire adieu. Donc c'est un film aussi où il y a une technique évidemment de rajeunissement des acteurs, parce que donc il y a toute une séquence où finalement qui se passe dans les années 30-40 pendant le film, enfin qui est en Allemagne, et donc il y a cette technique de rajeunissement. Ils ont réussi à faire une séquence de 20 minutes avec un Harrison Ford du haut de ses 30 ans, 40 ans. Tout à fait. Alors effectivement, cette scène d'introduction est assez surprenante. Je dirais qu'elle peut paraître assez gênante dans la mesure où c'est cette technique de rajeunissement, de de-aging, comme disent les Américains, en fait, n'est pas vraiment au point. Et moi, je les soupçonne même de l'avoir voulu imparfaite pour justement pour la montrer, en fait. Je pense que Mangold, pour lui, cette technique, en fait, dialogue aussi avec le sujet du film. Et je pense qu'il a laissé des plans imparfaits pour montrer à quel point la matière de l'acteur, Harrison Ford est devenue une matière finalement, est devenue une matière qui rebrousse le temps. Et donc voilà, c'est vrai que les plans frisent parfois le jeu vidéo, donc le début est assez surprenant, et justement, et Mangold en fait fait un grand écart avec ce plan dont je vous parlais, où on voit Harrison Ford dans un grand écart de 40 ans, on voit 80 ans, là dans une sorte de réalisme assez cru. Donc voilà, c'est très très surprenant. Et notamment, donc, on rappelle donc la franchise de Lucas, enfin en tout cas la boîte de société donc qui produisait Indiana Jones a été rachetée par Disney, et on le sait, Disney rachète donc des anciennes franchises comme Star Wars, et en fait donc deux nouvelles franchises. Et ce qu'on peut reprocher à Disney, c'est notamment de lisser les vieilles histoires pour finalement faire des films pour le grand public qui ne racontent pas grand-chose, mais finalement qui font des recettes et font vendre des pop-corn. Ah oui, totalement. Bon, en fait, le mogul de Disney s'appelle Rob Iger. C'est lui qui a repris les rênes de la firme au début des années 2010. Et pendant le rachat de LucasArts en 2017, il avait clairement comme cahier des charges de tout rebooter, comme les Américains, c'est-à-dire de tout remettre à zéro. Et notamment Star Wars, il a failli le faire, il n'a pas pu le faire pour des raisons contractuelles. Mais on a vu quand même le désastre que ça donnait, c'est-à-dire en gros cette post-trilogie, comme on l'appelle, qui est vraiment d'une médiocrité absolue. Et je pense que George Lucas et Spielberg ont vraiment fait front pour ne pas avoir le même résultat avec Indiana Jones. Et même si Spielberg est parti, ce film de Mangold reste un hommage tout à fait honnête, je le répète, et voire poignant. La fin du film, personnellement, je la trouve vraiment poignante, sans déflorer le sujet. Ça fait encore une fois, il y a beaucoup de sens, parce que l'argument, c'est une relique, donc qui est la fameuse machine denticitaire, donc qui aurait été conçue par Archimède, et qui est une machine qui permettrait de déceler les failles du temps. Et encore une fois, si vous voulez, le sujet du film, l'argument du film, porte un sens par rapport à une dimension métafilmique, et voire méta-héroïque du film. Et donc la fin du film, sans vouloir la déflorer, est vraiment très belle, je trouve. Elle est assez osée, et elle est très belle. Merci Marco Brejon. On rappelle que vous êtes journaliste chez L'Incorrect, et que Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée de James Mangold avec Harrison Ford, est toujours
en salle. Donc voilà, si vous gardez vos enfants, vos petits-enfants pendant les vacances, c'est peut-être l'occasion d'aller au cinéma. Merci à vous.